Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les navires évitent la pointe sud de l'Afrique? Eh bien, tout cela se résume au cap de Bonne-Espérance, un endroit qui ne porte pas vraiment bien son nom. En réalité, il serait plus approprié de l'appeler par son autre nom, le cimetière des navires. La plupart des navires évitent donc de naviguer au sud de l'Afrique. En fait, ils ont essayé d'éviter cette route pendant des milliers d'années, et tout a commencé avec l'une des histoires de navires fantômes les plus célèbres de tous les temps. Vous avez probablement entendu parler du Hollandais volant. Selon l'histoire, au XVIIe siècle, un capitaine hollandais, peut-être Van der Decken, rentrait d'Extrême-Orient avec une cargaison à vendre en Europe pour un gros bénéfice. Malheureusement, pour y arriver, il devait contourner l'Afrique. Cela signifiait affronter le cap de Bonne-Espérance. Il eut la malchance d'y arriver en plein milieu d'une tempête déchaînée, luttant pour faire avancer son navire à travers l'un des passages océaniques les plus dangereux au monde. Les légendes racontent que pour mener son voyage à bien en toute sécurité, il dut recourir à un pacte. Certaines versions de l'histoire disent qu'il s'agissait d'un pacte avec le diable. Des histoires disent que ses efforts pour se protéger par des moyens maléfiques lui ont valu une malédiction divine. Quoi qu'il en soit, il n'est jamais rentré chez lui. Il était maintenant condamné à errer sur les mers pour l'éternité, apportant des présages de malheur à tout navigateur qui aperçoit la lumière fantomatique du navire du Hollandais sur ses vagues déchaînées. Les apparitions du navire légendaire ont persisté jusqu'au XXe siècle. Un train porte même son nom, à découvrir lors d'une visite du cap de Bonne-Espérance. Les témoignages concernant de véritables navires fantômes sont plus rares aujourd'hui, car les marins comprennent mieux la science de l'optique. Mais les histoires du Hollandais volant expliquent en réalité très bien toutes les vraies raisons pour lesquelles les navires modernes n'aiment pas passer sous l'Afrique. Consultez les données sur le transport maritime. Chaque année, 15 000 à 20 000 navires passent par le cap de Bonne-Espérance, avec environ 1,6 milliard de tonnes de cargaison. Cela peut sembler beaucoup, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'en 2022, on estimait à 102 000 le nombre de navires dans le monde, et que 12,3 milliards de tonnes de marchandises ont été transportées en 2023. Dans ce contexte, la popularité limitée de la route du Cap devient beaucoup plus évidente. Une raison ? Faire passer votre navire sous l'Afrique peut donner l'impression d'être le Hollandais volant, condamné à voguer éternellement. Pour comprendre pourquoi, observez un groupe rebelle appelé Houthis, dont le passe-temps est de tirer des missiles anti-navires sur des navires commerciaux. Ils opèrent dans une zone immobilière stratégique entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, l'une des routes commerciales majeures du monde. Le nord de la mer Rouge abrite l'un des endroits les plus importants du monde. C'est ici, le canal de Suez, que traversent en moyenne 50 navires chaque jour. Mais ce n'est qu'une moyenne. Des centaines de navires peuvent attendre à tout moment, car 10% du commerce maritime mondial total passe par ce canal. C'est un endroit étroit, cependant, seulement 674 pieds, soit 205 mètres de large. Et cela peut représenter de sérieuses vulnérabilités pour l'économie mondiale. Tu te rappelles ce navire coincé ici en 2021 ? Des vents forts l'ont dévié de sa trajectoire, et comme il était plus long que le canal n'est large, il a bloqué tout le passage pendant 6 jours. Une flottille de remorqueurs a été nécessaire pour le libérer. 2 ans après, un autre gros cargo s'est échoué. 3 remorqueurs ont suffi à le dégager. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement qu'il n'ait pas bloqué le canal, mais cela montre à quel point le canal est fragile. Dans l'ensemble, les navires et les autorités à terre doivent communiquer avec soin pour s'assurer que le canal de Suez fonctionne sans encombre. Alors pourquoi autant de navires prendraient-ils le risque de traverser ce genre de tracas, voire d'affronter les tirs des Houthis ? Il suffit de regarder la géographie de l'Afrique pour comprendre pourquoi. Un voyage par le canal de Suez signifie qu'un trajet typique de l'Europe vers l'Asie, ou inversement, est réduit d'environ 3700 miles, soit près de 6000 km en moyenne. Le golfe Persique est proche du canal de Suez. C'est aussi l'une des routes maritimes majeures du monde. Près de 20% de la consommation mondiale de pétrole débute ici. Plus de 40% du gaz naturel mondial transite ici. En tant que capitaine chargé d'acheminer cette cargaison vers un port d'Europe du Nord, 2 options s'offrent à vous. Faire tout le tour de l'Afrique ou passer par le canal de Suez. Le voyage autour de l'Afrique ferait environ 13 000 miles, soit près de 21 000 km, et prendrait 24 jours.
Un voyage par le canal ferait environ 7500 miles, soit 12 000 km, et prendrait 14 jours. Voyager de Rotterdam à Mumbai, le canal de Suez réduit votre trajet de 41 pour 100 aller-retour. Londres, Shanghai, 32%. Autrefois, voyager d'Europe en Asie par le cap de Bonne-Espérance prenait plus d'un an. Les améliorations dans la technologie des navires ont contribué à changer cela. Mais malgré tout le monde dans le monde entier a poussé un grand soupir de soulagement lorsque le canal de Suez a ouvert en 1869. C'était une grande occasion, une église et une mosquée construites ensemble pour offrir des bénédictions chrétiennes et musulmanes. C'était l'aboutissement de milliers d'années, d'essais et d'échecs, un rêve qui avait autrefois semblé impossible aux rois et empereurs les plus puissants du monde. Le voyage autour de l'Afrique était tellement contraignant, tellement éprouvant et rempli de dangers, qu'ils étaient prêts à réfléchir et à construire en dehors des sentiers battus pendant très, très longtemps. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, il suffit de se rappeler que la construction du canal de Suez moderne a pris 10 ans et causé 20 000 morts. Il ne faisait aucun doute que le sacrifice en valait la peine, car la commodité est loin d'être la seule raison pour laquelle les navires préfèrent ne plus faire le voyage en contournant l'Afrique. Pour identifier les principales raisons, prenez du recul et observez une carte du monde. Quelque chose vous sautera immédiatement aux yeux si vous savez quoi chercher. L'hémisphère nord contient 68% des terres émergées, contre 32% pour l'hémisphère sud. 60% de l'hémisphère nord est constitué d'eau et 40% de terre. C'est beaucoup plus déséquilibré dans l'hémisphère sud, 80% contre 20%. Cela signifie que les courants et les vents dans l'hémisphère sud peuvent être beaucoup plus violents. Le cap de Bonne-Espérance se trouve à 34 degrés de latitude sud, mais en réalité, le franchir et passer sous l'Afrique oblige souvent les navires des Yonj à descendre plus au sud, dans des eaux que les marins connaissent sous le nom inquiétant des 40e rugissants. Les 40e rugissants trouvent leur origine bien plus au nord, dans les tropiques. La masse d'air près de l'équateur est chaude, donc elle s'élève et a tendance à dériver vers le nord ou le sud en direction des pôles, où l'air froid domine. Mais contrairement à la partie nord du monde, il n'y a pas beaucoup de terres ici pour servir de brise-vent. La rotation de la Terre dévie encore plus l'air vers le sud et contribue à accélérer les vents. Donc, on se retrouve avec des conditions fréquentes de vents violents d'est en ouest vers les latitudes australes. En allant vers le sud, vents et courants deviennent plus rapides et violents. Les vents atteignent 40 nœuds, soit 46 miles ou 76 km à l'heure en moyenne dans cette région. Au cap de Bonne-Espérance, les vagues peuvent dépasser 14 mètres, soit 46 pieds, même sans atteindre les 40e rugissants, dans des conditions extrêmes. Les éléments déchaînés aidaient les marins d'autrefois d'une certaine manière. Cela les faisait avancer plus vite lors de leur voyage de l'Europe vers l'Asie, qu'ils appelaient « courir listing down ». Mais il y a un inconvénient. Vous vous doutiez qu'il y aurait un inconvénient. Demandez aux Hollandais volants. Vous vous rappelez qu'une tempête l'a poussé à conclure un pacte avec le diable. Eh bien c'était étrangement approprié, car c'était le nom d'origine de cet endroit, le Cap des Tempêtes. Le nom lui vient du navigateur portugais Bartolomeu Dias, premier européen, à l'atteindre le 12 mars 1488. Alors pourquoi ne l'appelons-nous pas aujourd'hui par ce nom exact ? Tout cela s'est résumé à du marketing du XVe siècle. Le roi Jean II du Portugal savait que la route du Cap serait essentielle pour l'avenir de son pays. Il ne pouvait pas passer par le canal de Suez comme alternative, et son grand navigateur appelait déjà ce lieu crucial le Cap des Tempêtes. Il fallait agir vite pour attirer plus d'investissements sur cette route, avant que la vraie nature du lieu ne soit révélée. Il l'a appelé Cap de Bonne-Espérance. À une époque où les Européens cherchaient de nouveaux moyens d'atteindre l'Inde et l'Extrême-Orient, en raison de la fermeture des anciennes routes commerciales de la route de la soie, ce nom était politiquement plus opportun. Et c'était en quelque sorte exact. C'était l'aboutissement de la longue quête d'une route plus directe vers l'Asie, ce qu'ils espéraient depuis si longtemps. La campagne publicitaire a évidemment été un succès pour le Portugal, puis pour les autres puissances maritimes européennes. Il y avait juste un inconvénient. Le branding astucieux n'a pas effacé les tempêtes. Le mauvais temps ici est aussi fréquent qu'intense. Et ça ne s'arrête pas là. La côte sud-africaine regorge de rochers traîtres que les marins doivent affronter au large.
Près de 3000 naufrages ont été recensés autour du cap de Bonne-Espérance, et les dangers vont au-delà des conditions difficiles. Il y a autre chose qui rôde sous les vagues, parfois du moins, et cela pourrait être encore plus effrayant si vous osez quitter la sécurité de votre navire. Pour découvrir de quoi il s'agit, commencez par une expression que vous avez probablement déjà entendue, les femmes et les enfants d'abord. Ces mots sont à l'origine d'une autre célèbre tradition maritime, qui s'est transmise de génération en génération, en commençant ici au cap de Bonne-Espérance. Elle provient du naufrage du His Majesty's Ship Birkenhead en 1852. Il y avait à bord 480 officiers et soldats de l'armée britannique, des renforts pour combattre les Xhosa dans la province du Cap oriental. 26 femmes et enfants les accompagnaient. Le navire longeait la côte sud de l'Afrique dans la nuit du 26 février. Dans l'obscurité, il est entré en collision avec un rocher non répertorié près d'un endroit aujourd'hui nommé à juste titre Danger Point, à l'est du cap. Le Birkenhead a rapidement commencé à couler. Alors il a été ordonné que les femmes et les enfants soient mis dans les canots de sauvetage en premier. L'opération a réussi, mais un canot a été échangé. Un autre n'a pu être mis à l'eau, laissant 3 canots pour les officiers et l'équipage. Cela ne laissait que 2 options aux infortunés qui restaient à bord. Abandonner le Birkenhead ou couler avec lui. Sauté par-dessus bord, menaçant les canaux de sauvetage, le colonel Seton ordonna à ses troupes de rester et de couler avec le navire. En témoignage de leur discipline, les hommes obéirent calmement à cet ordre. Une fois dans l'eau, les soldats qui ne se noyèrent pas s'accrochèrent à des débris ou nagèrent vers la rive. C'est là qu'ils rencontrèrent cet autre danger, celui qui nageait juste en dessous d'eux. La côte sud-africaine abrite une grande population de grands requins blancs. En 2011, on estimait qu'il y en avait entre 500 et 1000 rôdant au large, mais ce chiffre aurait été bien plus élevé en 1852. Et maintenant, ils ont agi. Vague après vague, des requins ont attaqué l'équipage en difficulté cette nuit-là. Les troupes tenants surnommaient les grands requins blancs, requins Tommy, les assimilant à des soldats. Aujourd'hui, les habitants locaux appellent toujours leurs voisins aquatiques ainsi. Seules 193 personnes à bord cette nuit-là ont survécu, dont toutes les femmes et enfants. Bien qu'oubliés aujourd'hui, les soldats du His Majesty's Ship Birkenhead étaient célébrés pour leur héroïsme et leur sacrifice. La procédure du Birkenhead, qui accorde la priorité aux femmes et enfants lors d'un naufrage, demeure une norme dans la tradition maritime et porte leur nom. L'histoire du Birkenhead se distingue pour une autre raison. Si vous deviez choisir l'un des pires endroits au monde pour faire naufrage, vous comprenez maintenant pourquoi le cap de Bonne-Espérance en ferait partie. Les naufrages n'ont ni commencé ni fini en 1852. Ils sont si courants qu'ils font partie du secteur touristique sud-africain. Le long d'un tronçon du littoral sud-africain, il existe un sentier de randonnée, nommé à juste titre le sentier de randonnée des naufrages. Cet endroit a connu au moins 120 naufrages entre 1682 et 1992. Un des naufrages les plus marquants eut lieu en 1965 lorsqu'un caboteur néerlandais de 347 tonnes, le Nollet, heurta le rocher nommé Albatros Rock. Heureusement, l'incident n'a pas été aussi tragique que celui du Birkenhead. L'équipage a évité les requins grâce aux hélicoptères de sauvetage. La plupart de la cargaison a été épargnée, mais cela montre que, malgré les progrès de la technologie maritime, les navires restent à la merci des éléments inchangés. Même d'énormes navires robustes peuvent y sombrer. Aussi récemment qu'en 1994, une péniche française transportant une énorme grue s'est échouée sur les rochers. Trop lourde pour être sauvée, elle a dû être abandonnée. Vous commencez peut-être à comprendre pourquoi le cap de Bonne-Espérance, mal nommé, n'est plus une route commerciale aussi populaire qu'autrefois. Le navire bloquant le canal de Suez a coûté 400 millions de dollars par heure à l'économie mondiale. Ce n'est pas juste la longueur du trajet. Imaginez les taux d'assurance pour ces marchandises passant par des conditions si risquées. Mais les assureurs devraient faire plus que simplement calculer des devis en fonction des risques autour du cap de Bonne-Espérance. Passer sous l'Afrique signifie bien plus que simplement contourner la côte sud-africaine. L'Afrique est le 2e plus grand continent du monde. Il y a beaucoup de côtes à contourner, et pour atteindre ou quitter le cap de Bonne-Espérance, il faut passer par un endroit auquel un roi portugais n'a même pas pris la peine de donner un nom plus attrayant. Au nord-ouest de l'Afrique du Sud se trouve la Namibie,
dont le littoral peut aussi être dangereux. Une partie de cette côte est tellement traîtresse qu'elle a reçu le nom de côte des squelettes. On a recensé plus de 500 naufrages dans cette partie du monde. Un garde forestier interrogé en 2018 a déclaré en avoir découvert 112 durant ses 6 années de métier. Il suffit de jeter un coup d'œil au paysage de cet endroit pour comprendre pourquoi. Bien que les marins ici n'ayant pas encore atteint les 40e rugissants, les courants antarctiques remontent tout de même dans ces eaux. Les habitants préviennent les rares passants que ces courants sont assez puissants pour les emporter à 200 km au large s'ils ont la mauvaise idée de nager trop loin du rivage. Les conditions sont souvent brumeuses, compliquant encore la navigation. Et il y a 11 espèces différentes de requins qui nagent au large. Les équipages naufragés affrontent un nouvel obstacle. Même s'ils parviennent à revenir sur la côte en un seul morceau, il y a de fortes chances qu'ils n'aient pas droit à une fin heureuse, comme les femmes et les enfants, à bord du His Majesty's Ship Birkhead. Ces personnes ont bénéficié d'un territoire qui avait déjà vu des colons arriver depuis des centaines d'années. La côte des squelettes, en Namibie, en revanche, est presque entièrement inhabitée. Cet endroit est désertique, et les courants puissants peuvent entraîner les navires loin à l'intérieur, ce qui en fait un lieu dangereux. À quel point est-ce mauvais ? Regardez simplement l'épave la plus célèbre sur place. C'était une nuit de mauvais augure en 1942. Le capitaine du Dunedin Star de 13 000 tonnes, un navire chargé d'explosifs, avec 85 membres d'équipage et 21 passagers, s'est rendu compte que son navire était en grave difficulté au large des côtes de la Namibie. La houle était forte. Les vagues ici peuvent atteindre plus de 11 pieds, soit 3,3 mètres de hauteur, et plus de 6500 pieds, soit 1900 mètres de longueur. Dans ces conditions, la quille du navire a raclé un banc submergé. Le capitaine a rapidement appelé tout l'équipage sur le pont. À leur grande horreur, ils auraient découvert qu'ils étaient encore à des centaines de pieds de la sécurité du rivage. Ils savaient qu'il y avait des requins et un fort courant. On se demande si certains pensaient au sort du Birkenhead. L'ordre est tombé. Abandonnez le navire. Il y avait juste un problème. Le navire n'avait qu'un canot de sauvetage motorisé pour transporter les gens vers la côte. La procédure du Birkenhead, instaurée 90 ans plus tôt, a été respectée. 8 des passagers étaient des femmes, dont l'une était enceinte de plusieurs mois, et 3 avaient des bébés. Ces personnes étaient prioritaires pour l'évacuation. Tous les passagers ont finalement atteint la rive en sécurité, mais seulement la moitié de l'équipage. Le canot de sauvetage a coulé après 3 voyages, et l'autre moitié de l'équipage a compris avec effroi qu'ils étaient abandonnés. Le canot de sauvetage condamné a servi d'abri improvisé pour protéger les personnes sur la rive du vent de sable et du soleil brûlant lorsque le jour s'est levé. Le problème immédiat avait été résolu, mais il n'y avait qu'une quantité limitée de nourriture et d'eau, et le port le plus proche était Walvis Bay, à 435 miles, soit 700 km au nord-ouest, à l'ouest. À ce jour, il n'y a aucun signe de civilisation sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions, dont les provisions ont été rationnées, chaque personne survivant avec une maigre portion. 3 jours plus tard, un navire de sauvetage a embarqué l'équipage échoué, mais n'a pu atteindre ceux restés sur la côte, qui regrettèrent peut-être de ne pas être restés à bord. D'autres secours sont arrivés de la terre, de la mer et du ciel. Chacune d'elles était une odyssée à part entière. Le remorqueur de sauvetage Sir Charles Elliott a tenté de rejoindre le Dunedin Star, mais la côte des squelettes porte bien son nom. Il s'est échoué avant d'atteindre le site. Plusieurs vies ont été perdues lors de ce second naufrage. Même un bombardier Ventura parti du Cap avec des provisions attendues est resté enlisé dans le sable après avoir tenté d'atterrir sur la plage. Un convoi de 8 véhicules est parti de Windhoek, mais les communications ont vite été perdues. 3 bombardiers supplémentaires ont été envoyés pour retrouver les survivants du Dunedin Star. Un deuxième convoi est parti, et ce premier bombardier. L'équipage a réussi à le dégager du sable et à le remettre en vol, mais l'effort s'est avéré être une tâche sisyphéenne. Il a subi une panne de moteur et s'est écrasé en mer. Heureusement, l'équipage a survécu et a dérivé sur le fuselage dans les vagues agitées. Ils ont dérivé jusqu'à la côte et parcouru 31 miles, 50 km, pour rejoindre les survivants du Dunedin. Heureusement, l'histoire finit bien. Le premier convoi n'a pas disparu dans le sable. Il a rejoint les survivants et les a évacués. 1 mois après cette nuit, ils sont arrivés sains et saufs à Windhoek. Quelque chose ont changé. Si vous étiez aujourd'hui le capitaine d'un naufrage chanceux,
vous pourriez finir près d'un des rares camps de safari de la région. Mais vous pourriez aussi rencontrer d'autres dangers, qui heureusement n'ont pas compliqué la situation des survivants du Dundan. Il y a une rivière à proximité, la Kunana. Si vous êtes un survivant d'un naufrage et que vous souhaitez prendre un bain ici, il vaut probablement mieux ne pas le faire. Il y a des crocodiles qui rôdent dedans. Pendant ce temps, sur la terre ferme, il y a aussi parfois des lions, des rhinocéros et des hyènes. Il y a des camps de safari ici, pour une bonne raison. Les naufrages continuent, aussi récemment qu'en 2008, un chalutier nommé Zella s'est échoué ici. Vous pouvez encore le voir. Vous pouvez aussi voir l'épave rouillée du Dunedin Star, si vous osez vous rendre dans ce lieu que certains nomment la fin du monde. Nous n'avons pas encore épuisé nos raisons, expliquant pourquoi les navires ne passent pas sous l'Afrique. Si vous parvenez à contourner à la fois la côte des Squelettes et le cap de Bonne-Espérance, d'autres dangers vous attendent encore sur la côte est, à commencer par ceux qui se concentrent autour de ce qui pourrait être l'île la plus unique au monde. Il y a des choses à Madagascar que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les preuves de présence humaine sur l'île datent seulement de 11 000 ans, et on ignore si elle était permanente. Les premières preuves de communautés établies ne remontent qu'à 1000 ans. Les humains ne sont venus ici que très tard dans leur histoire sur Terre. Pourquoi ? Surtout quand les humains vivaient sur le continent, juste de l'autre côté du détroit, pendant des centaines de milliers d'années. Cela pourrait être parce que, pour arriver à Madagascar, il faut traverser le canal du Mozambique, et c'est l'une des voies maritimes les plus dangereuses au monde. Alors peut-être que nos ancêtres savaient ce qu'ils faisaient. Le canal a un courant du sud très fort. Les eaux ici sont chaudes, avec des températures moyennes dépassant 20 degrés Celsius. Elles sont aussi puissantes, descendant vers le courant des aiguilles sur la côte est de l'Afrique du Sud. Vous savez probablement à quoi ces conditions peuvent mener. Le canal du Mozambique est un point chaud pour les ouragans. En 2019, on a vu leur force destructrice. Le 4 mars, le cyclone Idai est apparu dans le canal du Mozambique. Les vents ont atteint 115 miles, 185 km, à l'heure à leur intensité maximale. Plus de 1000 personnes sont mortes au Mozambique, Malawi et Zimbabwe, et des centaines de milliers ont été déplacés. La tempête a également été la deuxième plus coûteuse de la région. La Banque mondiale estimant les pertes économiques totales à au moins 2 milliards de dollars. Le cyclone Idai a été l'un des pires, mais il était loin d'être le premier. Entre 3 et 12 cyclones se forment chaque année dans le canal lui-même, mais ce n'est pas la fin du danger. Les cyclones peuvent naître ailleurs, puis entrer dans le canal, se renforçant vite grâce à l'eau chaude et profonde. Mais si vous étiez un assureur essayant de faire un devis pour des cargaisons traversant le canal du Mozambique, vous devriez désormais prendre en compte des dangers artificiels en plus des dangers naturels. Le Mozambique fait face à une insurrection islamiste dans sa province de Cabo Delgado depuis 2017. Le groupe responsable s'appelle Al-Shabaab, ou Ansar al-Sunna, qui a prêté allégeance à l'État islamique en 2015. Le groupe terroriste s'est tourné vers la mer très tôt. La contrebande de drogue via le canal du Mozambique est devenue très lucrative pour eux. Le Mozambique a peu de moyens navals pour contrer les activités maritimes du groupe. Les Sud-Africains y ont envoyé des navires pour aider, mais le Mozambique ne veut pas devenir trop dépendant de son voisin. Mais les dangers ne s'arrêtent pas là. Il y a un endroit curieux, dans le canal du Mozambique, dont nous n'avons pas encore parlé. Et c'est un avant-goût des choses que les marins qui naviguent le long de la côte et de l'Afrique vont encore vivre. Voici l'île de Mozambique, un endroit de 0,5 miles carrés, soit 1,3 km² séparé du continent, par seulement 1,8 miles, soit 2,9 km, entouré de mer bleu cristal. Sous ces eaux dignes d'Instagram reposent les épaves d'au moins 30 navires. Les chasseurs de trésors ont envahi l'endroit jusqu'en 2014, quand l'archéologue local Ricardo Duarte réussit à les chasser de la ville ou de ce qu'il en reste. Ces épaves révèlent un danger bien plus grand au large de la côte est de l'Afrique. Il y a au moins 300 épaves, allant de la fin du XVIIe siècle à aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas aussi spectaculaire que les archives du cap de Bonne-Espérance ou de la côte des Squelettes en Namibie, mais si vous naviguez dans ces eaux, il vaut mieux ne pas baisser la garde. L'Afrique de l'Est est accidentée, pleine de récifs coralliens, et offre peu de mouillage naturel. Le premier grand naufrage eut lieu en 1499, lorsque la galère portugaise San Rafael s'échoua et brûla à Ntogani, dans l'actuelle Tanzanie. Nombre de ces naufrages étaient causés par des erreurs humaines, notamment des pilotes sous-estimant la nature dans cette région.
Mais il y a ici des dangers encore plus célèbres. La Somalie possède plus de littoral que tout autre pays du continent africain, avec environ 1880 miles, soit 2897 km. Si vous compariez ce littoral avec une carte des États-Unis continentaux, il s'étendrait de la région du Panhandle en Floride jusqu'au sud de l'État de New York, puis vers l'ouest jusqu'au Michigan. C'est une mauvaise nouvelle pour les marins du monde entier, car la Somalie est en guerre civile depuis les années 1980. Les frontières que vous verriez sur votre carte ne reflètent pas fidèlement la situation militaire dans le pays. Le gouvernement fédéral somalien, reconnu au niveau international, ne contrôle qu'une petite partie de son territoire supposé. Le reste est partagé entre la région autonome du Puntland, la république autoproclamée mais non reconnue du Somaliland, et divers groupes militants islamistes. Cela signifie qu'il y a beaucoup de côtes en Somalie qui manquent d'ordre public. Pendant ce temps, le revenu annuel moyen dans cette région n'est qu'environ 590 $ en juin 2025. Vous pouvez probablement deviner ce que ces deux choses réunies produisent. La Somalie est l'un des repères de pirates les plus connus au monde. Tout le monde connaît le célèbre incident de piraterie du Maersk Alabama, commandé par le capitaine Richard Phillips, détourné à 276 miles, 444 km, au large d'Isle, Somalie, en avril 2009. Tous les incidents de piraterie ne sont pas adaptés au cinéma. L'affaire du capitaine Phillips n'était que le début d'une tendance. Les pirates ont connu un pic d'activité en 2011 avec 160 attaques enregistrées. Il y en a eu 358 entre 2010 et 2015. La situation a commencé à se calmer en 2016, avec des patrouilles internationales accrues, après 7 résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies contre la piraterie. Ces résolutions signifiaient que les pirates faisaient face à des marines et des forces aériennes étrangères qui étaient désormais autorisées à patrouiller les eaux au large des côtes somaliennes. Ces mesures ont expiré le 3 décembre 2021, et au moins pendant un certain temps, la situation semblait correcte. Une résurgence récente a eu lieu, avec au moins 5 incidents au large de la Somalie au premier trimestre 2024. Selon l'Institut royal des services unis du Royaume-Uni, un groupe spécialisé en sécurité, l'activité était plus intense que lors des 6 années précédentes. Vous pouvez probablement blâmer les Houthis pour cette résurgence. En janvier 2024, 354 porte-conteneurs ont évité le canal de Suez, passant par le cap de Bonne-Espérance. Avec toute cette richesse à proximité et l'assouplissement des mesures internationales contre la piraterie, la tentation s'est révélée trop forte. Et voilà ce qu'il faut savoir sur les pirates en Somalie. Ils ne restent pas en Somalie. Ils ont une grande portée, car il y a tellement de littoral à leur disposition. En mars 2024, des pirates somaliens ont détourné un navire allant du Mozambique aux Émirats Arabes Unis. Ils étaient à plus de 620 miles, soit 998 km de leurs eaux territoriales, et ont fini par obtenir une rançon de 5 millions. Ce n'est même pas la plus longue attaque connue. Ils ont détourné des navires, à plus de 1100 miles, soit 1770 km de leur pays d'origine. Ils sont allés loin dans l'océan Indien, dans le golfe d'Aden, jusqu'en Arabie Saoudite, et au sud jusqu'à Madagascar. Supposons que vous soyez un capitaine de navire asiatique, évitant le canal de Suez par crainte des Houthis en allant vers l'Europe. Si vous atteignez le cap, cela signifie que vous avez évité les pirates somaliens, mais vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Les pirates somaliens ne sont pas les seuls à pouvoir causer des problèmes lors de votre voyage. Les habitants près du golfe de Guinée sont mieux lotis que ceux de Somalie, mais leur revenu moyen demeure faible. Au Gabon, le revenu annuel est d'un peu moins de 8 000 $ contre environ 4 800 $ en Guinée équatoriale. N'attendez pas beaucoup plus de 2 000 $ si vous vivez dans l'un des autres pays de ce littoral. Il n'est pas surprenant que la pêche illégale soit courante, mais ce n'est pas la seule activité illégale dans la région. Le golfe de Guinée est un autre point chaud pour les pirates. En fait, cela a été un endroit encore plus enclin à la piraterie que la Somalie au cours de la dernière décennie. Il y a beaucoup de butin à gagner pour les pirates ici. Elle assure 25% du trafic maritime intérieur africain et dispose de nombreuses installations pétrolières et gazières. Avec tant de richesses et de pauvreté proches, il n'est pas étonnant que la piraterie ait autant augmenté dans le Golfe. L'année 2020 a été l'année record pour les pirates d'ici, avec 2 incidents rien que pendant le premier trimestre. 130 des 135 enlèvements maritimes dans le monde ont eu lieu ici. En 2021, cela représentait 43% du total des incidents de piraterie dans le monde.
Et il est bien connu que les pirates vont très loin. Pas aussi loin que leurs homologues somaliens, mais loin tout de même. En 2021, l'attaque la plus éloignée s'est produite à 242 miles, 389 km, au sud de Cotonou, où des pirates ont enlevé 15 membres d'équipage d'un pétrolier chimique maltais. Alors pourquoi ne sont-ils pas arrêtés ? Les pays du golfe de Guinée n'ont pas une grande confiance mutuelle et tolèrent peu la présence de marines étrangères dans leurs eaux. La longue côte de la Somalie a permis un effort plus concentré pour réprimer les pirates là-bas. Ce n'est pas la même chose dans le golfe de Guinée. En parallèle, les États concernés n'ont pas la sécurité nécessaire pour réprimer les organisations criminelles qui soutiennent ces pirates. Il y a aussi beaucoup de responsables locaux impliqués dans l'affaire. La toile du crime va du personnel corrompu des services de sécurité aux responsables politiques, commerçants et financiers étrangers. Les incidents de piraterie ont nettement baissé après 2020 en partie à cause du ralentissement du commerce international durant la pandémie. Après un creux en 2023, le premier trimestre 2024 a enregistré une hausse. Avec plus de navires forcés de contourner l'Afrique, la tentation grandit. Il n'est guère surprenant que les gens aient fait preuve d'autant de créativité pour éviter de passer sous l'Afrique chaque fois qu'ils le pouvaient. Et ce, depuis l'Antiquité. Conscients des dangers, les Égyptiens ont tenté de construire leur propre canal de Suez. Il y avait autrefois le canal des pharaons, qu'Aristote disait avoir été commencé dès le 19e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du roi égyptien Sésostris III Ninsishar. Le canal n'était pas directement relié à la Méditerranée. Au lieu de cela, le tracé devait commencer à la ville de Péluse, sur la rive nord-est du Nil. De là, vous suivriez le fleuve jusqu'à Zagazig, au nord de la division du Grand Fleuve. Le canal proposé vous ferait ensuite passer par Héropolis jusqu'au lac Zamer. Un canal plus petit serait ensuite creusé jusqu'à la mer Rouge. Cela pouvait sembler indirect, mais c'était bien mieux que de contourner l'Afrique. Demandez simplement au pharaon Néchao, dont Hérodote rapporte qu'il a envoyé la première expédition connue autour du continent à la recherche d'une route commerciale plus avantageuse vers l'Asie. Malheureusement, tant Sésostris III que Néchao II ont rencontré des problèmes avec leur canal. La mer était plus haute que la terre, et ils craignaient un déluge d'eau salée dans le Nil qui ruinerait l'irrigation. 10 000 hommes sont morts en tentant de rouvrir le canal, mais l'espoir est resté vivant. Darius le Grand est venu et a aussi travaillé sur le canal, comme l'attestent ses inscriptions. Qu'il l'ait achevé ou non fait l'objet de débats. Ptolémée II a ensuite utilisé des écluses pour résoudre le problème de la terre plus haute que l'eau. Strabo a indiqué que le canal mesurait environ 164 pieds, soit 50 mètres de large. Mais cette grande réalisation posait un vrai problème. Des siècles plus tard, l'empereur Trajan a réparé le canal, qui est ensuite tombé en désuétude. Le canal est resté ouvert, sous diverses formes, jusqu'en 767, quand le calife abbasside Al-Mansour l'a fermé pour couper l'approvisionnement entre ses ennemis d'Égypte et d'Arabie. L'endroit n'a jamais eu l'importance commerciale mondiale espérée par Sésostris, il était donc sacrifiable. Il a ensuite été oublié pendant 1000 ans. Les Vénitiens et les Mamelouks ont tenté de créer un canal différent pour résoudre le même problème. La construction a débuté en 1586, mais a vite échoué. Louis XIV a envisagé cette possibilité, mais l'a finalement abandonnée comme un simple fantasme. Puis un autre grand souverain est arrivé. Napoléon a découvert l'ancien canal et a voulu en construire une version moderne. La construction débuta en 1799, mais il y eut un problème. Les ingénieurs français croyaient la mer Rouge environ 10 mètres plus haute que la Méditerranée, ce qui mena à un nouvel échec. La dernière tentative moderne a débuté en 1859 et a abouti 10 ans plus tard. Le rêve de Sésostris III était enfin réalité. Mais le rêve d'éviter la route autour de l'Afrique à tout prix n'est pas encore terminé. L'incident de 2021 et les Houthis entretiennent ce rêve. Le voyage autour du continent est si redoutable que la Russie espère profiter de l'ouverture du passage du Nord-Est, tandis que la Chine veut aider son partenaire stratégique en difficulté. Avec la fonte de la glace, les eaux sont devenues plus navigables ici. De 2013 à 2023,
Les distances annuelles des navires dans cette région sont passées de 6,1 à 12,9 millions de miles, 9,8 à 20,7 millions de kilomètres. Les routes maritimes et les routes maritimes de l'Arctique signifient que les navires n'ont pas à contourner l'Afrique si quelque chose ne va pas avec la route du canal de Suez. Par rapport à ce voyage, le froid paraît moins terrible. Tout pour éviter le cimetière des navires. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.